Vendredi 13 mars 2026. Au milieu d'une guerre, l'homme le plus puissant d'Iran a décidé de paraître en public. Il s'est rendu à la journée d'Al-Quds, une marche annuelle en soutien aux Palestiniens, diffusée en direct, avec des caméras du monde entier braquées sur lui. Une déclaration claire, l'Iran n'avait pas peur, qu'ils étaient toujours debout. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, ce même jour, les États-Unis avaient mis une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. Pense à ça une seconde. C'était le même homme qui donnait des interviews dans l'obscurité totale, sans fenêtre, sans aucun détail, sans rien qui puisse révéler où il se trouvait. C'était son niveau de paranoïa, et malgré tout, une seule erreur a suffi. 4 jours plus tard, Israël a annoncé qu'Ali Larijani était mort. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment ils ont fait cela, et pourquoi ce qui ressemble à une guerre de quelques jours est en réalité des décennies de planification qui se matérialisent en temps réel. Avant de parler de la façon dont il est mort, tu dois comprendre qui était cet homme, parce que sans cela, tu ne comprendras pas l'ampleur de ce qui s'est passé. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une attaque conjointe contre l'Iran. Et, le premier jour de cette guerre, ils ont tué Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, l'homme qui dirigeait le pays depuis près de 40 ans. Maintenant, imagine le chaos que cela a provoqué. C'est comme tuer le président, le général de l'armée et le pape en même temps, tout cela en une seule personne, au milieu du chaos. L'Iran avait besoin de quelqu'un pour prendre la relève, et cette personne, c'était Ali Larijani. Larijani n'était pas un nom quelconque. Il avait passé des décennies au centre du pouvoir iranien. Il a été président du Parlement pendant 12 ans. Il a été le négociateur nucléaire de l'Iran avec l'Occident. Autrement dit, c'était lui qui s'asseyait à la table avec les Américains et les Européens pour discuter du programme nucléaire. Et, plus récemment, il était le secrétaire du Conseil de sécurité nationale. En gros, l'homme qui coordonnait toutes les décisions de guerre. Quand Khamenei est mort, Larijani est devenu l'homme qui, en fait, gouvernait l'Iran, contrôlait l'armée, les services de renseignement et décidait jusqu'où la guerre irait. Israël le savait, et il savait qu'Israël le savait. D'où toute cette paranoïa, d'où l'obscurité lors des interviews, d'où la cachette. Et cela soulève une question à laquelle aucun analyste ne peut encore répondre. Que se passe-t-il lorsque vous détruisez complètement la direction d'un pays armé ? Eh bien, nous y viendrons. Mais d'abord, vous devez comprendre le plan pour comprendre comment Larijani a été tué. Vous devez comprendre ce qu'Israël faisait pendant les 18 jours précédents. Car ce n'était pas un hasard, c'était un plan. Le premier jour, Israël tue Khamenei, le guide suprême, élimine la tête du régime. Du 2e au 13e jour. Israël passe 2 semaines à détruire systématiquement la capacité militaire de l'Iran, bases de missiles, installations navales, infrastructures. L'objectif était simple, empêcher l'Iran de réagir avec toute sa force pendant que le véritable travail était en cours. Le lendemain, Israël tue Larijani, qui avait pris le commandement. La deuxième tête. Ce n'était pas un hasard, c'était une séquence. Israël suivait une doctrine claire, décapiter la direction iranienne de façon systématique, en éliminant, un par un, les hommes capables de prendre des décisions. Sans leadership, une armée ne fonctionne pas. Peu importe combien de missiles vous avez, s'il n'y a personne pour décider quand et comment les utiliser. Et le ministre de la Défense israélien Israël Katz l'a dit explicitement, sans détour. Les dirigeants du régime sont tués et leurs capacités sont anéanties. Voici maintenant la partie la plus impressionnante de toute cette histoire et probablement, aucun autre média ne va te la raconter avec autant de détails. Larijani était paranoïaque pour une bonne raison.
Il savait qu'il y avait des espions américains et israéliens disséminés en Iran. Il savait qu'il était la cible numéro 1. Alors il faisait tout correctement. Il cachait son visage, il cachait sa voix, il cachait sa localisation. Mais il a commis une erreur. Le 13 mars, il est sorti de sa cachette pour participer au rassemblement de la journée d'Al-Quds. C'était une décision politique. Montrer au monde que l'Iran était debout, que la direction n'avait pas fui. Une démonstration de force, et cela a fonctionné tant qu'il était au rassemblement. Les États-Unis et Israël n'allaient pas attaquer un dirigeant au milieu d'une foule de civils. Il le savait. Alors il est apparu, a salué les caméras, a prononcé le discours. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'alors qu'il saluait les caméras, pensant qu'il était en sécurité, les services de renseignement israéliens étaient déjà à l'œuvre. Chacun de ses pas était enregistré, chaque itinéraire possible était cartographié. Le rassemblement, qu'il avait utilisé comme propagande, est devenu le début de son propre piège. Le problème n'était pas d'aller au rassemblement. Le problème était le chemin du retour. Selon des rapports de sources de sécurité cités par la presse israélienne, qui n'ont pas encore été confirmés de manière indépendante par de grandes agences, Israël a utilisé 2 choses pour traquer Larijani. La première était la guerre électronique avancée. Selon ces rapports, Israël aurait créé ce qu'on a appelé une zone morte sur le radar iranien. En gros, ils ont éteint les yeux de l'Iran dans une zone spécifique, sans que les Iraniens ne s'en rendent compte. Leur système de défense montrait que le ciel était dégagé. Ce n'était pas le cas. La deuxième chose a été l'écoute des communications de Larijani. Toujours selon ces mêmes sources, il utilisait des réseaux de communication cryptés, un peu comme un WhatsApp ultra sécurisé. Israël serait entré dans ces communications et aurait commencé à diffuser de fausses informations sur le niveau de menace dans la région. Larijani et ses agents de sécurité ont reçu des signaux indiquant que la voie était libre, qu'il n'y avait aucun danger. Derrière cette opération se trouvait l'unité 8200, la division du renseignement et de l'espionnage électronique de l'armée israélienne. Voyez-la comme l'équivalent israélien de la NSA américaine, mais plus ciblée, plus rapide et avec un historique d'opération qui ferait peur à n'importe quel pays du monde. C'est la plus grande unité de toute l'armée israélienne. Un ancien commandant, qui a passé 33 ans au sein de cette unité, l'a bien décrite en disant « Il n'existe aucune opération significative du Mossad ou de toute autre agence de renseignement israélienne sans l'implication de l'unité 8200. 90% de tous les renseignements d'Israël proviennent d'elle. Et tu sais ce qui est le plus impressionnant ? Ce stratagème consistant à insérer de fausses informations dans les communications ennemies n'a pas été inventé récemment. L'unité 8200 a déjà utilisé exactement cette méthode il y a des années, lorsqu'elle a créé un virus appelé Stuxnet, qui a silencieusement infiltré les machines contrôlant les centrifugeuses nucléaires de l'Iran à Natanz. Ces centrifugeuses tournaient à des milliers de tours par minute pour enrichir l'uranium. Le virus a commencé à accélérer et à ralentir ces machines de façon irrégulière, les détruisant de l'intérieur. Alors que les écrans des techniciens iraniens montraient que tout fonctionnait parfaitement, ils ont continué à travailler normalement, sans se rendre compte de rien, jusqu'à ce que des centaines de machines cessent simplement de fonctionner. Ils n'ont découvert l'attaque que lorsqu'il était déjà trop tard. Israël a utilisé le même principe contre Larijani, faire croire à l'ennemi qu'il était en sécurité, alors que le piège était déjà refermé. Alors, ils sont partis vers la cachette en toute confiance, et c'est là que l'attaque a eu lieu. Dans la cachette secrète où ils s'étaient réfugiés, dans les environs de Téhéran, Larijani a été touché. Avec lui, son fils, Morteza Larijani, et le chef de son bureau sont morts, ainsi que plusieurs gardes du corps. Mais Larijani n'était pas la seule cible cette nuit-là. Lors de la même opération,
Israël a éliminé le général Gholam Reza Soleimani, le commandant des forces Basij, qui sont essentiellement la police politique du régime. C'était l'homme responsable de la répression des manifestations à l'intérieur de l'Iran, utilisant la violence, les arrestations de masse et la force contre les civils. Et il y a un détail tactique très important ici. Soleimani ne se trouvait pas dans un quartier général, il opérait dans un poste improvisé, une tente. Lui et son adjoint avaient été empêchés d'utiliser tout emplacement fixe. La raison, ils savaient que les emplacements fixes étaient vulnérables. Alors ils ont dû improviser. Mais cela n'a servi à rien. 2 cibles, 2 attaques, dans la même nuit, coordonnées avec une précision chirurgicale. Et maintenant vient l'ironie la plus cruelle de toute cette histoire. Quelques jours avant de mourir, le général Soleimani a donné une interview où il affirmait, avec une totale certitude, qu'Israël n'avait la capacité de combattre que pendant 10 jours, qu'après cela, l'Iran l'emporterait. Il a été tué le 18e jour de la guerre, après l'attaque contre l'Ariani. Israël a fait quelque chose qui a complètement changé la donne. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a annoncé que l'armée israélienne était autorisée à éliminer tout officier iranien, sans avoir besoin d'une approbation supplémentaire. D'ailleurs, il n'y avait qu'une seule condition, que la cible soit confirmée et que le plan soit prêt à être exécuté. En pratique, cela signifie que tout dirigeant iranien qui apparaît sur le radar d'Israël peut être éliminé immédiatement, sans bureaucratie, sans attendre une réunion du cabinet. Et, le même jour où cela a été annoncé, le ministre iranien du renseignement a également été tué. Israël ne faisait pas que réagir, il traquait de manière systématique et accélérée. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus compliquée et plus préoccupante, car ce qui va suivre est quelque chose dont presque personne ne parle. Voyez-vous, tout le monde a célébré la mort de Larijani comme une victoire stratégique d'Israël. D'un point de vue militaire, c'est vrai. Vous éliminez l'homme qui commande l'ennemi, vous affaiblissez l'ennemi. Mais il y a un autre aspect de cette histoire que peu de gens racontent. Larijani n'était pas seulement un commandant de guerre. Il était le seul homme en Iran capable de faire les 2 choses en même temps. Opérer au sein du régime, parler avec les généraux, prendre des décisions militaires et, en même temps, s'asseoir à une table de négociation avec l'Occident. Il avait été le négociateur nucléaire de l'Iran. Il connaissait les diplomates américains et européens. Il savait comment parler le langage de la diplomatie internationale. En d'autres termes, il était la seule issue possible pour mettre fin à cette guerre par la négociation. Un ancien ambassadeur jordanien aux États-Unis a bien décrit Larijani. Il semblait être la seule personne avec qui la communauté internationale pouvait discuter. Maintenant qu'il est mort, il est difficile de savoir à qui s'adresser au sein des gardiens de la Révolution. Ce que cela signifie, en d'autres termes, c'est qu'Israël a peut-être éliminé militairement le seul homme qui aurait pu mettre fin diplomatiquement à cette guerre. Et savez-vous ce que cela signifie pour l'Iran ? Réfléchissez-y un instant. Ali Khamenei a été tué le premier jour, le guide suprême depuis près de 40 ans. Ali Larijani, tué 17 jours plus tard. L'homme qui a pris le commandement après Khamenei, le ministre du renseignement, a été tué le même jour que Larijani. Et le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, fils de l'ancien, élu à la hâte après la mort de son père, a tout simplement disparu. Il n'apparaît pas en public, il ne donne pas d'interview. Personne ne sait vraiment où il se trouve. Le président Trump lui-même a déclaré, sans présenter aucune preuve, qu'il avait entendu dire que Mojtaba n'était pas en vie. Pensez à ce que cela signifie en pratique. L'Iran est un pays qui possède l'un des plus grands arsenaux de missiles du Moyen-Orient. Avec de l'uranium enrichi, caché dans des bunkers souterrains, avec des forces militaires réparties dans toute la région. Avec la capacité de fermer le détroit d'Ormuz, le canal par lequel transite 20% de tout le pétrole mondial. Et ce pays pourrait être gouverné par un fantôme, ou pire, par personne.
Israël a passé 18 jours à exécuter une stratégie très claire. Éliminer systématiquement toute personne capable de prendre des décisions en Iran. Et ça fonctionne, du moins sur le papier. Mais tu te souviens de la question que j'ai posée au début. Que se passe-t-il quand tu détruis complètement la direction d'un pays armé ? Quand il n'y a plus personne avec assez d'autorité pour dire « arrêtez de tirer ». Qui arrête les missiles ? Qui prend la décision de négocier ? Qui décide si le détroit d'Ormuz s'ouvre ou se ferme ? Un régime sans leadership ne s'arrête pas nécessairement. Parfois, cela devient plus dangereux, car chaque général, chaque commandant régional commence à agir de son propre chef, sans coordination, sans contrôle. Israël détruit la tête, mais le corps est toujours debout, armé, et de plus en plus, sans personne pour contrôler ce qu'il fait. Comme tu peux le voir, ce n'était pas seulement une guerre qui en est maintenant à son 19e jour, c'était une opération de plusieurs décennies, qui se matérialise en temps réel. Israël ne s'est pas réveillé en février 2026 et n'a pas décidé d'agir soudainement. Il savait exactement qui tuer, dans quel ordre et comment. Chaque nom sur la liste, chaque cachette repérée. C'est le résultat d'années de renseignements, de patience et de planification chirurgicale. La question qui se pose maintenant n'est pas de savoir si Israël va gagner, mais ce qui se passe après. Quand on élimine toute la direction de l'ennemi, qui reste-t-il pour signer la paix ? Maintenant, je veux connaître ton avis. Tu crois que l'Iran peut se réorganiser sans une direction claire, ou bien est-ce le début de la fin du régime ? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette guerre. À la prochaine vidéo.